Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission sur RCF. Transmission, qu'ai-je à transmettre de mon vécu aux autres et quelle est la mission que je propose à chacun? Stéphane Fumière est à la technique, Isabelle Demailleux au micro et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Ilios Kotsou. Bonjour Ilios. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, merci. Très bien. Alors, on ne sait pas par où commencer pour parler de toi. Donc, tu es docteur en psychologie, maître de conférences à l'ULB, auteur de plusieurs ouvrages. Tu es passionné par les émotions, le lien corps-esprit. La méditation a aussi une grande place dans ta vie. Tu me diras si c'est si c'est faux, mais sur ce point-là, je crois que ça va. Tu œuvres au quotidien au lien entre la connaissance de soi et l'engagement citoyen. Alors justement, parlant de connaissance de soi et d'engagement citoyen, comment est-ce que tu relis ces deux thèmes dans ton quotidien? Tu as lancé aussi d'émergence avec Caroline Le Cire, ta compagne. J'imagine que c'est pour mettre aussi en pratique ce lien-là. Oui. Alors en parlant de connaissance de soi, pour moi c'est quelque chose de très concret. On pourrait dire que la plupart d'entre nous, nous prenons notre douche tous les jours. C'est une forme d'hygiène physique. On se brosse les dents tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour nous, pour nos dents, mais aussi pour l'haleine qu'on va offrir aux autres. Et donc, on fait ça. Et pensons-nous tous les jours à prendre une douche émotionnelle, brosser les dents de notre esprit. Et donc, ça correspond un petit peu à ça, de nous rappeler que notre esprit est certainement une des choses les plus importantes de notre existence. C'est par notre esprit qu'on accueille le monde, qu'on accueille les autres. Sans l'esprit, on n'existe pas. Sans le corps non plus, bien sûr. Mais le corps, on le savait que c'était important. Et voilà, et comme il y a peut-être quelques dizaines d'années seulement, on ne se brossait pas les dents tous les jours, peut-être que dans quelques dizaines d'années, la plupart des femmes et des hommes ne passeront pas une journée sans prendre un moment pour prendre soin de leur vie intérieure. Et pour moi, c'est ça un peu. C'est comme voilà, un de mes mentors, Satish Kumar, il parle de la méditation comme si on la fait le matin, c'est le petit déjeuner de l'esprit. Et donc c'est important de nourrir aussi cette dimension essentielle de nos vies. Et je crois que si on prend soin de l'intérieur, de notre vie intérieure, alors on est peut-être aussi plus ouvert aux autres. On a aussi plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus de joie pour participer à un monde dans lequel il y a beaucoup de douleurs, mais aussi dans lequel il y a beaucoup de belles choses. Et donc être une femme ou un homme désespéré dans un monde qui brûle, ça ne va pas amener beaucoup de bien. Par contre, comme cette émission, en fait, dont c'est le but, être une femme ou un homme enthousiaste, lucide, qui regarde les difficultés les yeux grands ouverts, mais le cœur aussi grand ouvert, et les mains, et les bras, et les jambes prêtes à l'action, ça fait autre chose. Exactement. Et d'où est venue cette envie, justement, de douche émotionnelle le matin, d'être bien et propre pour être au service des autres? Comment est-ce que c'est arrivé, ça, dans votre vie, cette philosophie? Alors, si on regarde ma tête tous les matins, j'ai sûrement pas tous les jours une tête propre et joyeuse. Évidemment, je suis un être humain très commun, comme tout le monde. Mais je crois ce qui met sur la route du chemin de la vie intérieure, au fond, d'aller visiter notre jardin intérieur. Il y a plein d'éléments qui contribuent à ça. Et chez moi, ça a été un mélange de choses. Une des choses, c'est la douleur et les souffrances de la vie, en fait. Ce que j'ai pu vivre quand j'étais jeune, le décès de mes parents et toutes ces difficultés que j'ai pu vivre. Au fond, la douleur, la mienne, mais aussi celle de mes proches. J'ai vu ma mère beaucoup souffrir. Et donc, d'ailleurs, je crois que la douleur de nos proches, c'est aussi notre douleur, en fait, par empathie. Et donc, quand on est confronté à la douleur, beaucoup d'entre nous, heureusement, on a envie de trouver une solution. On aimerait tant aider les personnes qui souffrent. Et donc, il y a cette motivation qui vient de la douleur. Il y a une motivation qui vient des rencontres. J'ai rencontré tellement de femmes et d'hommes extraordinaires. Et justement, pour en parler des rencontres, quelles ont été les rencontres qui m'ont inspiré? Oui, qui vous ont inspiré. Et juste avec ça, donc il y a ces rencontres et bien sûr ces mains tendues, mais il y a l'inspiration. Je leur dis peut-être qu'il y a aussi la curiosité de l'espace intérieur, le seul territoire qui n'a pas encore été exploré, parce qu'aujourd'hui, les explorateurs, bien sûr, on peut encore trouver pour une exploratrice un coin du monde, on va dire, il n'y a pas eu beaucoup d'occidentaux, mais voilà, tout a été exploré pratiquement. Par contre, nos paysages intérieurs, chez moi en tout cas, voilà, il reste de quoi explorer pour le reste de ma vie. Donc, lorsqu'on est curieuse, voilà, on a là un voyage extraordinaire à faire. C'est une belle métaphore. Et tu parlais des rencontres. Quelles ont été les rencontres marquantes pour toi?
Alors il y a eu un tellement grand nombre de rencontres, ce qui est toujours difficile, c'est je me dis, chaque fois que je vais parler de ces femmes et ces hommes, je vais oublier tous les autres. Mais bon, je vais parler comme ça de quelques-unes des personnes dans ma vie. Il y a des rencontres physiques, puis il y a aussi des rencontres dans des livres. Et les deux ont été tout aussi importantes dans mon existence. Et si je commence par une rencontre dans un livre, c'est celle du médecin hypnothérapeute Milton Erickson. Milton Erickson, qui était quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, qui était en chaise roulante dans la plus grande partie de sa vie, il était atteint de la polio, qui était amusique et daltonien parmi toutes ses difficultés. Et pourtant, voilà quelqu'un qui a mis de manière joyeuse et très très compétente toute son intelligence au service des autres et qui a eu une belle vie au fond. Et je crois que quand j'étais jeune, avec les difficultés que chacune d'entre nous d'ailleurs on traverse, cette figure-là, elle a été importante pour moi. Elle était celle de quelqu'un dans lequel je pouvais me reconnaître. Dans toutes ces turbulences de l'existence, le fait de peut-être pas avoir les choses ou les chances dont j'aurais eu envie. On ne reçoit pas toutes les mêmes chances dans l'existence. Et puis cette capacité à les transformer et à faire de la blessure un cadeau pour soi, mais aussi pour les autres. Alors, point très important pour moi, jamais c'est quelque chose que je ne dirais à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vraiment très très brutal en fait, c'est de la maltraitance de dire à quelqu'un qui souffre ta blessure peut être un cadeau. C'est horrible. Et je pense que là il faut juste de l'écoute, de la présence et des mains tendues, de la En tout cas pendant la traversée de la souffrance, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre de premier abord. Et on ne me l'a pas dit, c'est justement grâce à ces mains tendues qu'à un moment je peux reconnaître et transformer et faire en sorte que, voilà, comme disait Leonard Cohen, en chacune d'entre nous il y a une fêlure et c'est par là qu'entre la lumière. Mais il faut pouvoir le reconnaître, évidemment. Lorsqu'on est en lutte intérieure, on ne peut pas reconnaître la lumière. Et puis, si je la reconnais pas, je n'ai pas grand-chose à offrir aux autres. Lorsque je suis en lutte et que mes deux mains sont fermées, mes poings sont serrés pour me protéger ou pour combattre, c'est difficile de prendre quelqu'un dans mes bras. Et donc, c'est par l'apaisement, j'ai l'impression, intérieur, qu'on peut avoir les mains bien disponibles pour agir à l'extérieur. Et donc, avec enthousiasme, et avec légèreté. Pour moi, cette légèreté, elle est importante aussi. Et en parlant d'enthousiasme et légèreté, me vient l'image de Magda Hollander-Lafont, qui est une dame survivante de la Shoah, qui doit avoir presque 90 ans aujourd'hui. Et la première fois où je l'ai rencontrée, grâce à ma compagne qui la connaissait, et on l'avait invitée ici en Belgique, et ma première rencontre, elle a ouvert la porte, elle m'a mis une fraise dans la bouche. Original. J'étais en train de manger un gâteau aux fraises. Et donc cette image me reste. Et cette femme qui a été dans le pire de l'horreur, en fait, vraiment dans un camp de concentration, qui a voulu mettre fin à ses jours et qui, par une force de résilience incroyable, a mis sa vie au service des autres, mais dans la joie. Et à chaque fois qu'on a rencontré Magda, il y avait énormément d'enthousiasme et de joie. Et donc voilà, comment on transforme l'enfer en quelque chose d'utile. Oui, et cette transformation, est-ce qu'elle se fait petit à petit? Est-ce que, grâce à quoi elle s'est faite chez toi? Oui, je crois petit à petit, juste, ça me fait penser à une citation d'un poète qui s'appelle John Milton, et qui parle vraiment bien de ça, et qui dit « L'esprit est en lui-même sa propre demeure, il peut faire de l'enfer un paradis et du paradis un enfer. » Et donc, bien évidemment que les conditions de vie comptent, mais en même temps, des conditions de vie favorables, ça ne suffit pas pour avoir une vie intérieure riche et belle. On peut être désespéré dans des conditions de vie, somme toute, qui vont bien, et on peut aller bien, même si la vie n'est pas facile. Et donc, répondre à la question, ouais. Comment ça s'est passé pour moi? C'est une question qui demande de revenir en arrière, évidemment, et donc ça sera toujours le regard d'aujourd'hui, transformé sur le passage d'hier. Avec le recul. Voilà, avec le recul. Alors, je crois que dans ma vie, pour moi, ça s'est beaucoup passé par des gifles, par des accidents, donc je fais pas partie des personnes, quand on lit des livres sur des gens dans le développement personnel qui disent, moi, la vie depuis le début, déjà à leur naissance, il y avait un arc-en-ciel qui est arrivé, et puis tout se passait naturellement bien, ils étaient doués, il ou elle, de toutes les qualités. Moi, ça a été plutôt, j'ai beaucoup trébuché, je me suis cogné, je me suis blessé, et c'est par tous ces accidents que j'ai appris. Et aussi, bien évidemment, parce qu'à chaque fois que je suis tombé, même si je ne l'ai pas vu, il y avait une main généreuse pour me relever. Et c'était ça ma question. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments difficiles, dans ce trébuchement? Aujourd'hui, avec le recul, vous dites les mains qui ont été tendues. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu autre chose ou une situation qui vous marque encore aujourd'hui? Alors, je pense à des mains, je pense déjà aux mains de ma mère, il y a longtemps. Et pourquoi? Parce que je pense que j'ai hérité d'elle,
c'est cette conviction fondamentale que dans la vie, il y a du bon. Et que même si le monde autour de nous est un monde plein d'injustices, de douleurs, de difficultés, de problèmes climatiques, la vie en elle-même, elle porte du bon. Et je crois que c'est un cadeau inestimable, et je ne le dois pas du tout à moi, là, par contre. Cette capacité, malgré les erreurs que j'ai faites, les accidents et les blessures, le fait de savoir, de cette conviction profonde qu'il y avait du bon dans la vie, ça m'a toujours donné cette motivation de me relever. Et alors avec le temps aussi, je pense qu'avec le temps, il y a une forme d'intelligence qui très très lentement chez moi se développe et qui est peut-être ne pas tomber chaque fois de la même manière. Peut-être on peut apprendre, c'est comme cette histoire, je me lève un matin, je sors dans la rue, et qu'est-ce qu'il y a juste devant chez moi, sans que je le voie? Évidemment des travaux, les travaux publics tout le temps ici, au mauvais endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans le trou. Et puis je râle contre la ville qui fait n'importe quoi, je râle contre le monde, et j'ai beaucoup de mal à remonter, je râle tellement que je retombe dans le trou, je me salis, je me blesse. Le lendemain, je sors de chez moi et je me dis, tiens, il y avait quelque chose ici, et boum, je tombe dans le trou. Peut-être que je râle un peu moins. Le lendemain, je retombe dans le trou, mais je connais le chemin pour en sortir. Le jour d'après, je sors de chez moi, et très précautionneusement, je fais le tour du trou. Je suis tellement content de ne pas être tombé dedans. Et puis, le jour d'après, peut-être que je prends une autre rue, tout simplement. Et, le jour d'après, il y a un trou dans cette rue-là, et je tombe dedans. Et on va en parler, justement, après la petite pause musicale, de tomber, se relever, continuer, apprendre, se reconstruire. On est dans l'émission Transmission avec Ilios Kotsou. On était en train de parler des trous dans la rue, de tomber, se relever, se reconstruire, surmonter les difficultés de la vie et apprendre à les transformer. Alors, il y a une question qui me vient. Comment, aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans un trou, quelqu'un qui est en difficulté, qui traverse une épreuve, qu'est-ce que vous lui dites? Alors, j'espère que je lui dirai pas grand-chose. Sauf si la personne me pose une question, parce que donner des leçons à une personne en difficulté, eh bien souvent, on se parle juste à soi-même. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne chose de lui dire quelque chose. Sauf si la personne pose une question, ce qui serait très différent. Mais j'espère que dans la mesure de mes moyens, je tendrai une main. Parce qu'un sourire, une main tendue, un cœur ouvert, je me demande si c'est pas ça dont on a besoin. Le morceau de musique qu'on vient d'écouter d'Arvo Pärt, qui Spiegel im Spiegel, c'est le miroir dans le miroir. Et pour moi, en tout cas, c'est une musique tellement délicate, cette invitation à revenir au miroir dans lequel nous pouvons nous regarder avec bienveillance. Lorsque nous échouons, lorsque nous tombons dans un trou, se regarder avec davantage d'amitié, de douceur et de gentillesse que de dureté et d'exigence. La plupart d'entre nous, nous avons tellement peur de la dureté qu'on ne se regarde même plus dans ce miroir. Et donc ce miroir intérieur, on passe beaucoup de temps dans les miroirs extérieurs. Et donc peut-être, en ayant visité cette qualité de douceur toute simple, on peut l'offrir alors aussi aux autres, à la personne qui est tombée dans le trou. Et on peut développer donc ces qualités qu'on peut offrir au monde. Et j'ai l'impression que ce que la personne qui est tombée dans un trou a besoin, je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait. Hein. Je peux surtout parler des erreurs que j'ai faites dans ma vie, de toutes les fois où j'ai fait la morale à quelqu'un, où j'ai parlé de travers, j'en suis tout à fait conscient, mais je crois que ce qui est nécessaire, c'est ça. C'est la présence, c'est tout. Je crois que c'est le plus difficile et le plus simple. Être simplement présent à la personne qui en a besoin. Et puis après, les mots viendront, ou les actes viendront bien sûr, mais la première chose, c'est là, me semble-t-il. Oui. C'est juste une présence affectueuse. Et pour la personne, est-ce qu'il y a aussi une notion d'acceptation qui est nécessaire, selon vous, dans les traversées justement des périodes plus difficiles? Alors, je trouve que c'est un mot qui est souvent mal compris, parce que acceptation rime souvent dans nos têtes francophones avec résignation, alors que l'idée de l'acceptation, c'est quelque chose d'actif. C'est peut-être pas le bon mot, l'accueil, c'est, au fond, à nouveau, dire à quelqu'un d'accepter, c'est de la maltraitance. Par contre, être nous dans l'invitation sans jugement de ce que vit la personne, ça lui permet à elle ou à lui de plus facilement accueillir ce qui est là. Et au fond, lorsque je suis dans un trou, la question n'est pas est-ce que j'accepte ou pas, parce que la question ne se pose même pas. C'est juste que la plupart d'entre nous, comme moi, dans le passé, nous luttons et nous passons beaucoup de temps à dire « ce trou n'aurait pas dû être là et je n'aurais pas dû tomber dedans ». Et quand bien même ça serait vrai, et d'ailleurs c'est certainement vrai, mais à quoi ça sert, à part à dépenser une énergie considérable qui ne change rien au fait. Nous sommes dans le trou. Et on peut aussi se convaincre du contraire, de se dire ce trou était là pour moi, il fallait que je tombe dedans. J'ai pas de chance. Dans le côté positif oui, peut-être. le côté positif de se dire, voilà, en fait c'est une épreuve,
là, je comprends absolument pas le sens de ce qui est en train de se passer. C'est injuste, je suis révoltée. Et moi, je trouve que toutes les étapes au deuil ou à la difficulté sont nécessaires, donc la révolte, etc. Mais après, de se dire, j'essaie de faire une relecture de cette épreuve et en quoi aujourd'hui, parce que vous parlez de transformation, en quoi aujourd'hui, comment est-ce que je peux la transformer et en faire une force, une arme. Et ça en vient à une question. Vous, dans votre vécu, donc vous parlez justement de cette transformation de la souffrance. Est-ce qu'il y a un exemple concret d'un moment, dans cet instant-là, c'était plus noir que joyeux, etc. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais sans ça, en fait, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Ou sans, c'est peut-être un grand mot, mais je veux dire grâce ou avec ça. Oui, bien sûr, mais je pourrais le dire de toutes les petites et grandes difficultés de ma vie, les petites et grandes que moi je vois comme des tragédies ou des choses. Si je pense même à une chose très marquante dans ma vie qui est le décès de ma mère et qui est décédée dans des circonstances où je n'ai pas pu la voir. J'étais dans une communauté très fermée, sectaire, qui voulait faire mon bien contre mon gré. Et donc, il m'a mis dans une voiture, j'avais 16 ans, et en descendant, après 12 heures de route, on m'a dit « ta mère vient de mourir ». Donc, la personne que j'étais à ce moment-là, bien évidemment, ne pouvait pas. Le trou dans lequel je tombais était tellement sombre et difficile que je ne pouvais pas accepter. Ça n'aurait eu aucun sens, d'ailleurs, que quelqu'un me le dise. Mais là, étonnamment, l'attitude que j'ai eue, c'était un déni, où je suis resté pour les autres joyeux, mais parce que ce qu'il y avait là à reconnaître, au fond, j'avais pas le choix, on m'a pas demandé mon avis, était trop grand. Alors avec le temps, évidemment, j'ai pu revenir à la porte de mon jardin intérieur et aller visiter cet immense fantôme. En fait, pour moi, c'est un fantôme, la chose que je voulais à tout prix éviter. Mais le problème des fantômes, c'est qu'ils courent toujours plus vite que nous. Et donc, ils se mettent entre nous et la vie. Mon ombre, si je veux la fuir, elle m'accompagnera partout et elle dirigera mon existence. Et il y a un prix à payer à ça. Et le jour où on se réconcilie avec l'ombre, elle est toujours là, mais elle peut devenir une amie. Et donc, voilà, aller au jardin intérieur, accepter, accueillir cette perte. Alors, je ne dirai jamais que oui, bien sûr que ça fait partie de qui je suis, grâce à ça, bien sûr. Mais important pour des gens qui souffrent, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Si on me laissait le choix, dans mon cas en tout cas, le choix il est vite fait. Mais évidemment, on est bien d'accord, je n'ai pas le choix. Et comme je n'ai pas le choix, je peux transformer ce fantôme en une fleur dans mon jardin intérieur, qui évidemment est une richesse en plus. Cette perte-là devient quelque chose qui vient embellir ma vie intérieure. Et comment, justement, vous êtes reconstruit, vous aviez 16 ans, c'est ça? 15-16 ans. Après cette épreuve, quel a été le parcours Alors, de nouveau, pas un parcours linéaire. Un parcours plein de chemins, de traverses, plein de chutes, plein de difficultés et plein de joie aussi. Alors, je crois à nouveau que les choses marquantes du parcours, ce sont les rencontres que j'ai faites. Alors, j'allais dire les rencontres, mais aussi une grande curiosité. Je crois que si face aux difficultés, si on a la chance d'avoir pu recevoir une forme d'enthousiasme et pouvoir puiser dans l'enthousiasme, dans une forme de courage, de se dire au fond, voilà, les difficultés sont là, mais avoir cette énergie de se relever, de les traverser, d'avoir cet enthousiasme, cette curiosité, d'aller encore plus loin, c'est peut-être plus facile alors de voir et de saisir les mains qui se tendent. Je pense aux mains de Jean-François, un ami médecin, quand j'étais adolescent et qui m'a ouvert sa porte et qui me donnait un livre de développement personnel qu'on lisait et puis qui me donnait quelques gorgées de vin et qui en parlait. Et donc il m'a beaucoup, beaucoup inspiré parce qu'il a cru en moi avant même que moi je puisse croire en moi. Donc voilà encore quelque chose. Croire en celui qui est dans le trou et être certain que la personne pourra en sortir. Et donc, si nous sommes certains pour l'autre, eh bien, peut-être que ça facilite un jour à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je fais confiance aux capacités de l'autre. Ça me fait beaucoup écho. J'ai l'impression que si on ressent cette confiance que l'autre nous apporte, il y a quelque chose qui se dégage de l'énergie quand on l'aborde, quand on lui parle et quand, tu disais tout à l'heure, ne pas spécialement le conseiller ou lui dire comment il est censé gérer sa souffrance, mais plutôt l'écouter et peut-être répondre à ses questions. On peut vraiment voir dans les réponses de la personne ou dans son attitude si elle a foi en nous, si elle croit en nous. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut se nourrir pour oser y croire nous-mêmes. Parce qu'on est dans la vie, pendant des moments, à certaines périodes, on n'est peut-être pas capable à ce moment-là de se dire... oui, j'y crois, j'ai confiance que ma vie il y aura un aboutissement sympa et comme tu dis, quand on est curieux, quand on a envie, quand on a un enthousiasme et quand il y a quelque chose de dramatique qui se passe,
continuer à cultiver cette énergie et à se dire la lumière va continuer à briller. Et donc, suivons-la, quoi. Tout à fait. Nous sommes des animaux sociaux. Et on a besoin des autres. Les autres font partie de notre existence. Et lorsque nous étions une petite pouliche ou un petit poulain, le petit poulain, la petite pouliche, il lui faut que quelques heures pour se tenir debout. Nous, il nous faudra des années. Et chaque fois qu'on tombe, on redevient un peu cette personne dépendante de notre écosystème. Et c'est tellement important donc de pouvoir compter, d'avoir ces regards bienveillants qui vont nous nourrir dans les moments où nous avons soif, faim. On ne sait pas, nous, comment nous nourrir. Et puis, on est des êtres de relation. Donc, tout à fait. Seul, on ne va pas si loin que ça. Et vous avez aussi un parcours d'autodidacte. Donc, vous avez pris des études à 30 ans, mais vous dites que vous n'avez pas eu le bac. Comment est-ce que tout ça s'est mis et quel a été votre parcours plus scolaire ou parallèle justement à la scolarité? Alors, en parlant de personnes inspirantes, c'est grâce à ma compagne, Caroline, qui a cofondé l'association avec moi, que je suis... J'allais dire retourner, non, j'ai été à l'université. Et donc, il y a une personne très inspirante qui a vraiment, dans mon cœur et dans ma tête, fait le lien entre ce côté de contemplation, de vie intérieure et l'engagement social et citoyen. Donc, c'est une personne très, très engagée et qui porte dans toutes nos activités tout ce côté de l'attention aux autres, l'attention à l'environnement, l'attention aux personnes les plus vulnérables, l'attention aux populations stigmatisées, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, j'étais quelqu'un avec une énorme curiosité. J'avais voyagé pas mal, j'avais été suivre des cours aux États-Unis, un peu partout en fait, dans les endroits où j'avais les livres que j'avais lus, j'avais essayé de rencontrer les méthodes ou les personnes qui en parlaient. Et grâce à l'Europe qui maintenant fait la validation des acquis d'expérience, j'ai pu suivre un examen et donc aller à l'université et suivre un parcours. Et puis de ce parcours que j'ai réussi, je me suis rendu compte que à l'âge que j'avais, c'était tellement plus facile d'étudier, parce que lorsqu'on fait quelque chose et qu'on sait pourquoi on le fait, c'est tellement différent. Faire quelque chose sans savoir pourquoi, demander à un enfant ou à un jeune de se contraindre heure après heure, sans savoir pourquoi, ça va être très très difficile. Et sans savoir si c'est vraiment sa veine, s'il est dans son axe Exactement. Ou pas. Et c'est vrai que juste les voyages, est-ce que ça vous ont aidé, vous ont éclairé justement pour ce parcours universitaire après? Évidemment. Cette ouverture qui a pu nourrir mon immense curiosité et en même temps me rendre compte qu'elle ne serait jamais, je serais jamais comblé parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et pour moi cette curiosité de l'humain, des émotions bien sûr, de la vie intérieure, du lien entre le corps et l'esprit, c'était pas tellement passionnant. Alors évidemment qu'à l'université, ce que j'ai appris, beaucoup de choses, je ne les ai pas utilisées. Et donc, il y a un mélange entre apprendre des choses et répondre à ce qu'on nous demande. Parce qu'il y a un but. Le premier diplôme permet de faire autre chose. Et donc là, c'est le but qui doit nous motiver. Et il y a un piège là-dedans. Parce qu'évidemment, ce qui nous tient le plus longtemps, ce n'est pas de fonctionner pour un but, mais de fonctionner parce que l'action elle-même, elle est déjà satisfaisante. Parce que en faisant quelque chose, je nourris ces valeurs de courage, de générosité, de lien avec les autres. Mais on peut faire les deux. Donc on peut essayer aussi de se dire, tiens, ce que je fais, bien sûr, il y a ce cap qui est là-bas, mais en même temps, comment est-ce que je peux, en le faisant, apprécier déjà pleinement ma vie? Parce que sinon, les attentes, c'est le grand piège, en fait, dans nos existences. Si à chaque fois que j'ai beaucoup d'attentes, je risque beaucoup de déceptions, en tout cas dans mon cas. Beaucoup d'auditrices ont peut-être beaucoup plus de chance que moi, mais je dois bien avouer que c'est vrai que ce que j'ai voulu réaliser, je l'ai réalisé. Je le voulais profondément dans mon cœur, mais jamais au moment et de la manière dont je l'aurais imaginé. Et donc c'est jamais venu comme je voulais, c'est jamais venu au moment, ça a toujours été... Et est-ce qu'après coup, vous vous dites quand même, comment c'est arrivé, c'était la manière dont... c'était aussi une belle manière d'arriver ou... Ah bien sûr, je n'ai jamais regretté, mais en tout cas, avec le temps, je me rends compte que mes attentes, lorsque je mets des attentes trop précises, ça ne sert à rien, parce qu'au fond, je peux avoir une certaine maîtrise sur ma manière d'agir aujourd'hui, ma manière de regarder le monde, le regard que je porte à la vie, oui, mais est-ce que j'ai de la maîtrise sur les résultats de mes actions? Certainement pas. Ça dépend de tellement de choses qui ne sont pas de moi, que de mettre mon bien-être sur l'extérieur, au fond, c'est le meilleur moyen de vivre dans la frustration. Ouais. Alors que ramener à soi, en lien avec les autres, c'est peut-être un bon moyen de vivre dans la joie. Et je crois que la joie, en tout cas chez moi, c'est vraiment une valeur fondamentale. On peut aider le monde à aller mieux, et ainsi de suite, mais la joie, c'est un signe que nous sommes sur le bon chemin. Alors, être joyeux quand tout va bien et joyeuse, c'est facile. Et normalement, le signe que, pour moi, que je suis sur la bonne voie, c'est lorsque je vois que je peux être joyeuse, heureux ou heureuse, lorsque le monde est difficile, lorsque tout grince autour de nous, et que je suis capable, là encore,
de me relier à la joie. Et à nouveau, voilà, il suffit de regarder autour de moi les sources d'inspiration. En premier, ma compagne, ma fille, puis toutes les femmes et les hommes qui font tellement de choses incroyables, dont tu fais partie. Merci beaucoup, merci Ilios. Merci beaucoup, l'émission touche déjà à sa fin et gardons cette joie justement en nous. On voit le petit regard pétillant d'Ilios, là vous pouvez pas le voir mais c'est communicateur et voilà, un tout grand merci. Merci.